Alors, aujourd'hui, nous allons parler de mes origines familiales. Quelles sont mes origines familiales? Alors, je viens d'une vieille famille aristocratique bretonne qui remonte au moins au XIVe siècle et très certainement aux alentours de 840 quand ma famille a migré du Wiltshire jusqu'à la Bretagne continentale. C'est à l'époque où on a eu des problèmes avec les Angles et les Saxons et il a fallu fuir devant les Boches, devant les Allemands qui déferlaient sur la Grande-Bretagne. Ils étaient cruels, ils étaient violents. Nous, on avait une vieille culture celtique. On s'était débarrassé de l'occupant romain, édomite, et puis bon, on avait un beau christianisme, une belle religion. Donc, avec un saint à notre tête, Saint Myoc, eh bien, on a migré vers la Bretagne. On s'est installé dans un endroit qui s'appelle Plougmioc. La paroisse Ploug, c'est la paroisse. Myoc, c'est Saint-Myoc, qui est devenu en français Plumieux. Et le bailli fiscal de Plumieux est le bailli fiscal de Tréfinguy. Et donc mes ancêtres étaient sieurs de Tréfinguy, donc j'ai le nom de mon village. Et donc mes ancêtres étaient baillis fiscaux, juges de paix, etc. Ils ont travaillé longtemps en Bretagne, pour les ducs de Bretagne. Et puis lors de l'annexion de la Bretagne par la France, ils ont travaillé pour les rois de France, toujours comme baillis fiscaux et comme juges de paix. Et avec pouvoir de basse justice. Et puis ensuite, ma famille a travaillé directement pour la famille royale à Versailles, où nous avions un hôtel particulier durant la monarchie versaillaise. Pendant la Révolution française, ça s'est plutôt bien passé pour nous, puisque mon ancêtre était un ami de Robespierre et ma famille a été protégée pendant la Révolution française. Mon ancêtre était avocat, il avait été élu député à la Constituante pour les Côtes-d'Armor. Voilà. Donc, j'ai une famille qui a toujours été dans l'air du temps. On a accompagné les grandes évolutions, l'annexion par la France, puis ensuite la Révolution française. Mais on est resté de bons catholiques. Certains membres de ma famille sont des religieux catholiques. Moi-même, je suis un religieux bouddhiste. Et puis, on est dans toutes sortes de métiers, mais on reste une toute petite famille d'une dizaine de membres. Voilà. Dans ma famille, actuellement, vous comptez un docteur en droit, un avocat criminaliste. J'ai un frère qui est maintenant retraité, qui était directeur commercial d'une entreprise de transport. Mon autre frère, et c'était son choix personnel, est chauffeur de camion. J'ai une sœur qui travaille comme traductrice internationale pour des caves Roquefort à Millau. Et puis, enfin Roquefort exactement. Et puis, que vous direz plus, j'ai un neveu qui travaille dans les assurances. Et puis une autre nièce qui travaille dans le domaine du commerce. Voilà, donc on est un petit peu dans tous les domaines d'activité, mais surtout dans le juridique et dans le transport. Voilà. Pour ma part, eh bien, j'ai pas souhaité faire de carrière professionnelle. C'était mon choix. J'ai longtemps travaillé dans la banque, où j'ai fait plusieurs emplois dans la banque, mais en tant qu'intérimaire, équipier volant. Et puis j'ai travaillé au CNRS, où j'ai été cadre supérieur. Ensuite, j'ai travaillé pour une caisse de sécurité sociale, où j'ai été cadre supérieur aussi. Et ensuite, j'ai été chef du personnel d'une petite clinique privée à Luxembourg. Voilà. Entre-temps, j'ai eu d'autres activités personnelles. Principalement, j'ai créé ma première organisation religieuse bouddhiste en 1995 en Nouvelle-Calédonie. Elle a été déplacée en 1998 à Arles, avec une librairie ésotérique, un centre de thérapie, un centre d'enseignement bouddhiste. Et puis ensuite à Luxembourg, je suis un des fondateurs du Dzogchen Centre Luxembourg. Et ensuite ici au Brésil, j'ai réouvert une organisation religieuse, bouddhiste et indigène en 2019, dans le cadre de laquelle je m'inscris. Je donne des cours de gnose et des cours de psychologie et diverses thérapies. Principalement, on accueille le public qui a souffert d'abus sexuels, qui a été toxicodépendant, et des personnes qui sont victimes de dépendance, et notamment des personnes qui ont été victimes de harcèlement par les techniques psychotroniques et via la téléphonie mobile. Des gens qui sont très déstructurés d'un point de vue électromagnétique et d'un point de vue de la personnalité. Cette technologie rend complètement schizophrène et les victimes, et rend complètement sadiques les policiers. Et d'autre part, on accueille des personnes qui sont toxicodépendants. On a essayé, généralement, ils sont aussi impliqués dans le trafic de drogue, donc c'est toujours un peu sulfureux pour nous de venir en aide à ces personnes-là. On le fait grâce à une racine qui est interdite en France, mais qui est autorisée au Brésil, qui s'appelle l'iboga, et une cure qui est mise au point par les indigènes pour les toxicomanes, qui s'appelle la cure des herbes médicinales rapin, qui est une cure typique ici des indigènes qui reconstitue les aires du cerveau qui sont détruits par la toxicomanie. On fonctionne avec des chamans ici amérindiens,
des Indiens d'Amazonie, et on travaille avec des pygmées du Congo qui, eux, ont une expérience dans cet accompagnement. Et évidemment, à cause de mon parcours, parce que j'étais en lutte contre les réseaux pédocriminels depuis l'âge de 14 ans. J'ai fait tomber un réseau pédophile monté par les renseignements généraux dans le Lot quand j'avais 14 ans. J'en ai fait tomber un autre quand j'avais 18 ans au lycée, lorsque j'étais au lycée à Cahors. Et puis j'ai fait tomber un nouveau réseau pédophile lorsque j'étais au Luxembourg, et encore un nouveau réseau pédophile quand j'étais ici. À chaque fois, ces réseaux pédocriminels étaient liés au service de renseignement français ou au service de renseignement luxembourgeois. Vous le savez, c'est ce qu'on appelle la pédocratie. La pédophilie a été utilisée comme instrument de chantage à des fins de contrôle de nos institutions. On verra une autre fois par qui. Et ces réseaux-là utilisaient le trafic de drogue pour se financer. Les personnes qui étaient gênantes, comme Camille ou moi, eh bien, nous étions assassinés. Le frère de Camille Colbert, qui a commandité l'assassinat de Camille, est impliqué depuis de très nombreuses années dans le trafic de drogue. Il avait d'ailleurs abondamment drogué Camille. Je pense que j'ai aussi été drogué à la cocaïne sans m'en apercevoir lorsque j'étais avec Camille. Je pense qu'il nous mettait de la cocaïne dans les bouteilles. Camille aimait bien la goutte. On boit des petites gouttes à Luxembourg, comme le matin et le soir on allait se promener dans la nature. Quelquefois il faisait très froid, Camille avait l'habitude de boire des petites gouttes, et il est fort possible que dès cette époque-là j'ai été drogué par son frère. En tout cas, lorsque Camille est mort, on a retrouvé une très grande tentative de quantité de cocaïne à l'intérieur de son corps. Et pour ma part, après mon agression, puisque le renseignement militaire luxembourgeois a commandité mon agression physique et mon assassinat à un jeune Brésilien travaillant pour le trafic de drogue, lorsque je suis allé à l'hôpital, on m'a fait des analyses et j'avais 28 molécules de synthèse dans le sang, et j'avais quelque chose qui correspondait jusqu'à une consommation de cocaïne de 10 grammes par jour. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas un consommateur de drogue, je ne l'ai jamais été. Je me demandais bien ce qui m'arrivait à cette époque-là. Je me demande comment j'ai pu tenir pendant 6 mois, parce que des personnes ont été introduites dans mon entourage volontairement pour fabriquer des délits, escroquer mes associés ici au Brésil, et puis m'intoxiquer. On a retrouvé un sachet dans lequel il y avait 1 kilo de cocaïne qui avait été mis dans le système d'adduction d'eau de ma maison pour mettre toute la maison en état hallucinatoire. Ça a été le cas de ma tante, de certains de mes associés. J'ai eu des sabotages de véhicules, etc. En réalité, l'assassinat de Camille Colbert, c'était qu'une première étape. La deuxième étape, c'était mon assassinat. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure des capsules pourquoi les policiers et les militaires luxembourgeois ont monté toute cette affaire contre moi et contre Camille. Pourquoi ils ont assassiné Camille, ils ont essayé de m'assassiner derrière, après m'avoir jeté en prison, avoir provoqué un cancer et m'avoir intoxiqué et m'avoir diffamé pendant autant d'années jusqu'à ce que la justice réagisse grâce au service de renseignement de l'État luxembourgeois qui a découvert la vérité. Dans ce contexte-là, je remercie énormément les autorités brésiliennes, parce que si au début ils n'étaient pas en confiance avec moi, parce qu'ils avaient les notes de renseignement français et luxembourgeois, ils ont eu des notes complètes de renseignement américains. Et les Américains ont observé absolument tout ce qui se passait. Les Chinois ont confirmé. Et il apparaît qu'en réalité, c'est une véritable organisation criminelle à l'intérieur de l'État luxembourgeois qui met en cause le ministre actuel, toute la hiérarchie au niveau militaire, et qui met aussi en cause des policiers. Petit à petit, ça s'est nettoyé. D'abord, ils ont nettoyé le service de renseignement. Après, ils ont nettoyé la police judiciaire. Après, ils ont nettoyé cette année le service de psychotronique. Et maintenant, il faut nettoyer au niveau militaire. Des informations que j'ai, il va y avoir une très grande opération de nettoyage avant les élections dans les milieux militaires qui vont mettre en évidence les liens avec la Russie, les réseaux mafieux, le trafic de drogue, la prostitution, la pédophilie, les assassinats politiques. Donc petit à petit, au fur et à mesure de ces capsules, eh bien, je vais vous expliquer qui sont ces fameux luxembourgeois et qui sont ces fameux Français, et ici même certains Brésiliens ont collaboré, ont été payés par l'armée luxembourgeoise pour me pourrir la vie. Pourquoi ils l'ont fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, plutôt que d'être trop général et faire des capsules trop longues, c'est des petites capsules de 10 minutes. Je vais essayer de les structurer au mieux. Eh bien, je vais, répondre à vos questions sous les capsules. Et 2, je vais reprendre l'émission de Faites entrer l'accusé pour vous montrer qu'en réalité, dès le début, tout le monde savait, y compris moi, que c'était Julien Colbert et que c'était Tomasz Gadzinski, que la stratégie pour le commissaire principal Christian Kiefer de la police judiciaire, qui était sous le chantage
de ce réseau pédocriminel et de ce réseau de trafic de drogue à l'intérieur de la police. Il touchait d'ailleurs de l'argent de ces gens-là, il en a touché dans le cadre de cette enquête, hein, les enquêtes l'ont montré, il a été mis au placard à la police des polices, à la direction générale de la police, à la police des polices, puisqu'il enquête sur des policiers comme lui, c'est-à-dire des policiers corrompus impliqués dans les trafics. Et au début, ils ont essayé de faire croire au meurtre d'un gourou satanique, pédophile, consommateur et vendeur de drogue et assassin. Donc ils voulaient me mettre sur le dos ceux qui sont eux, c'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. C'est un réseau pédocriminel, ce sont des trafiquants de drogue, ce sont des assassins. Et dans cette espèce de mascarade qu'ils ont montée autour du cadavre de Camille, eh bien ils ont fait croire que j'étais un gourou pédophile, drogué et vendeur de drogue et assassin qui aurait organisé ça pour tuer Camille. C'était fait de façon tellement grotesque qu'il fallait avoir une case en moins pour le croire, mais ces gens-là sont sous l'effet de la drogue et de la psychotronie. Il ne faut pas oublier qu'à la base, ces réseaux-là sont eux-mêmes pédophiles, eux-mêmes toxicomanes, eux-mêmes dealers, et que ce sont eux-mêmes des assassins. Donc on est vraiment dans des gens qui sont dans un état hallucinatoire et qui voulaient faire croire au public que j'étais ce que eux sont, c'est-à-dire des pédophiles, des toxicomanes, des dealers et des assassins. En réalité, les pédophiles, les toxicomanes, les dealers et les assassins sont à l'intérieur des institutions luxembourgeoises et c'est un véritable groupe mafieux qui va très loin puisqu'il y a au moins un ministre qui est impliqué dans cette folle aventure de pieds nickelés. Ensuite, ils ont essayé de faire croire à l'assassinat. Alors ça n'a pas fonctionné non plus, donc le meurtre au premier degré, ça n'a pas fonctionné, je suis ressorti de la police. Le meurtre au premier, l'assassinat, ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné, c'était une impossibilité matérielle totale. Et l'année dernière, ils ont essayé de faire croire, enfin 2019, ils ont essayé de faire croire au ministre de la Défense qu'il serait judicieux de se débarrasser de moi parce que je les aurais suggestionnés à organiser cet assassinat. Donc ils ont eu un argument qui était le suivant. Ils ont reconnu que c'était des policiers et des militaires qui avaient organisé l'assassinat de Camille pour m'accuser. Ils ont reconnu que c'était eux qui avaient en réalité aidé le frère pour assassiner Camille, etc. Mais ils ont tenté de se protéger en disant que je serais un gourou cosmoplanétaire avec des pouvoirs magiques et que j'aurais retourné le matériel psychotronique contre eux pour les mettre eux sous hypnose, etc. Et donc que j'en savais trop, qu'il fallait m'éliminer. Et hélas, eh bien, ils ont eu le feu vert au niveau politique et au niveau de leur hiérarchie pour m'assassiner. Ils ont envoyé 2 agents ici, dont je vous le disais dans une autre capsule, un a commis des délits ici qui sont d'une telle gravité qu'ils risquent 40 ans de prison. Voilà ce qu'il en est de Luxembourg. Alors c'est évidemment pas tout Luxembourg, il y a des gens qui sont très bien à la police, il y a des gens qui sont très bien à l'armée, au palais de justice, etc. Luxembourg c'est un pays riche, c'est un pays qui a les moyens d'avoir du bon personnel, c'est un pays qui a les moyens d'avoir du bon matériel. Au long de ma vie à Luxembourg, j'ai fréquenté, y compris dans l'amitié, dans les relations amicales, des policiers et des militaires. Je peux vous assurer que c'était des gens comme ça. Voilà, ça sert à rien de stigmatiser Luxembourg sur ce sujet. Par contre, il y a une organisation criminelle qui est liée à la pédophilie, qui est liée au trafic de drogue et qui est liée aux assassinats politiques et qui gangrène l'institution militaire et l'institution policière. Et Luxembourg fait beaucoup d'efforts pour nettoyer ses services et mettre ces gens-là en prison. L'opération est toujours en cours, mais d'ici la fin des capsules que je vais faire jusqu'au mois de juillet de l'année prochaine, je pense que vous en saurez beaucoup sur ce qui se passe à Luxembourg, sur l'envers du décor. Voilà. Donc on a vu pourquoi j'avais été adopté. Aujourd'hui, on a vu mes origines familiales et le contexte du meurtre. Et puis ensuite, eh bien, on va reprendre étape par étape. D'abord, on va voir le meurtre au premier degré. Pourquoi est-ce que les policiers et les militaires luxembourgeois qui sont impliqués dans la pédophilie, le trafic de drogue et les assassinats politiques pour se protéger ont organisé ce rituel satanique et pourquoi ils ont tué Camille. On va parler du mobile de Julien Colbert, du mobile de l'assassin Tomasz Gadzinski qui est en prison en Pologne, qui est passé aux aveux, et des mobiles des policiers et des militaires luxembourgeois qui ont monté l'affaire du mystère de Hassel, qui maintenant n'est plus un mystère en réalité. Voilà. Une petite pensée pour Camille à chaque fois. Le vieux, est-ce que tu es là-haut maintenant? Eh bien voilà, je fais tout ça en mémoire de toi et j'espère que les gens te connaîtront à travers autre chose que le meurtre à la hache de Hassel parce que tu mérites mieux. À bientôt, ciao.